Nous ne pouvons pas parler de clinique de l'enfant, de l'adolescent et sa famille sans évoquer le processus de différenciation. Puisque les angoisses adolescentes sont un retour des angoisses des toutes premières années, j'ai trouvé lors de mes lectures un exemple suggestif, le mythe d'androgyne que je présenterai succinctement. Dans une primitive humanité, il y avait à l'origine l'homme, la femme, et l'androgyne, à la fois homme et femme, est constitué de 4 mains, 4 jambes et 2 visages. Les androgynes, par leur caractère virulent et démesuré, s'attaquèrent aux dieux et se firent punir par Zeus, qui les coupa en 2. Après séparation en 2 entités, chacune ressentait le désir intense d'enlacer son opposé pour un retour à l'unité. Dès lors, chercher un opposé à enlacer, jusqu'à ne plus penser se nourrir, entraîna la fin de l'humanité. Ce mythe... cette histoire fantastique sépare évidemment 2 êtres humains adultes amoureux, mais la mère n'est-elle pas le premier amour du garçon ? Ce mythe évoque alors cette symbolisation de la séparation originelle assez clairement, mais vient également signifier l'importance dans le développement de l'être d'une appréhension et acceptation de cette séparation. La visée thérapeutique que poursuit la psychanalyse avec l'enfant, l'adolescent, s'inscrit dans la relation de l'être avec l'objet, en tant qu'elle accompagne l'enfant à se différencier de son objet d'attachement primaire. Ici, se séparer de l'objet maternel n'est pas à considérer comme un abandon ou un oubli, mais comme une première voie vers l'autonomie et l'ouverture au réel. Lorsque nous prenons en compte les périodes d'individuation-séparation de M. Malheur, la puberté comme 2e période est la période du passage à la sexualité adulte et précède la 3e période, celle du jeune adulte, indiquant le désir d'émancipation et le besoin d'autonomie. L'autonomie, selon la définition tirée du Centre national de ressources textuelles et lexicales, est la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir librement. Ainsi, se développer en tant qu'individu à part entière dans une visée d'autonomie n'apparaît qu'au moment tardif, qui est celui de l'âge adulte, tardif comparé à l'ensemble des individus du monde animal. Mais avant d'être adulte, la fonction de tiers s'observe dans la clinique et notamment dans la responsabilité du ou des parents, ou plus globalement de l'environnement. Responsabilité bien grande si nous nous référons à l'intervention de M. Julien Faugeras. D'ailleurs, pour reprendre à nouveau M. Jacques Lacan, que l'on retrouve cité dans bon nombre d'interventions aujourd'hui, nous retrouvons l'idée que le symptôme de l'enfant se définit comme représentation de la symptomatique familiale. Alors, la symptomatologie de l'enfant perçue par le parent qui l'amène en consultation pourrait traduire les forces pressantes symptomatologiques du parent lui-même, cela servant d'ailleurs au parent à se détourner de ses propres souffrances psychiques. Madame Françoise Dolto nous l'a enseigné et Madame Julie Mortimore nous l'a rappelé, l'enfant dans sa famille n'est pas simplement objet. En effet, parce que la séduction qu'entreprend l'enfant envers certains membres de sa famille est bien existante, et parce que l'enfant aussi est soumis au désir inconscient, il a sa part de responsabilité. Par ailleurs, ce que les parents veulent pour le devenir de leur enfant n'a ou ne devrait pas être une réponse à leur propre désir. Mais, en considérant le mineur comme un être unique tout autant que l'adulte, nous ne pouvons faire l'impasse sur ce que vient caractériser l'homme, avec un grand H, dans sa position de sujet possible. Pour garder cette notion de responsabilité comme ligne conductrice de notre conclusion, maintenons tout de même à l'esprit une visée thérapeutique pour l'enfant, l'adolescent et le jeune adulte. La spécialité choisie par un clinicien dans le cadre de sa formation initiale ne doit pas excuser la non-prise en charge d'un patient pour la conduite de sa cure. C'est ce qui est exposé dans l'intervention de M. Mathieu Julien au sujet de cette antinomie entre les positions de clinicien et de psychanalyste. Lorsqu'un patient arrive en consultation, la prise en charge est celle du discours qui prescrit la direction et l'avancée de la cure. Et celui-ci ne dépend pas de l'âge du patient, puisque lorsque le patient dit, celui-ci se retrouve sujet du discours. Alors, dans l'élaboration d'un travail curatif du psychothérapeute ou du psychanalyste, les techniques s'harmonisent par une formation rigoureuse du clinicien, éclairée par sa propre cure et par l'ensemble de ses expériences affinant ses habiletés. Pour exemple, la technique de la descente dans l'arène ou technique du poussage, que M. Mathieu Julien nous a rappelé dans l'exemple de Brian, est très évocatrice d'un travail robuste du clinicien à mon sens. Elle est un moment important dans la cure et fournit la preuve de l'engagement des 2 parties, patient et clinicien,
répondant alors aux attentes du transfert et de sa codification dans un objectif premier qui est celui du soin psychique. Finalement, le soin psychique de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte appelle de nombreux professionnels de santé, à en juger par le nombre important d'établissements de soins si divergents dans leurs techniques et leurs appréhensions des malades. Et pourtant, une visée curative universelle, organisée dans un accord thérapeutique entre les soignants, devrait être de rigueur afin de définir, examiner et diagnostiquer un patient à partir de sa structure pour élaborer par la suite le traitement le plus efficace possible. Ce qui est dit ici, et qui est repris de M. Sigmund Freud bien avant notre époque, c'est de voir dans la psychanalyse une prémisse à la future psychiatrie. Je cite, « L'avenir créera, on peut le prévoir, une psychiatrie scientifique à laquelle la psychanalyse aura servi d'introduction. » Cette affirmation est toujours d'actualité, pour certains en tout cas. Merci. Alors, lorsque nous voyons de nombreux changements à notre époque, comme de grandes avancées dans la prise en charge d'enfants, ou encore les questions de genre, de l'égalité et de liberté qui choqueraient le siècle précédent, il est une force venant du clinicien de garder en tête ce qui s'impose à lui en consultation, l'inconscient de l'être. Je clôturerai le 38e colloque du RPH en évoquant un vécu au sein de travaux dirigés à l'université. D'autres étudiants et moi-même avons effectué un stage conventionné dans le vaste domaine de la psychologie clinique institutionnelle et une supervision de groupe dans le cadre des travaux dirigés s'est tenue hebdomadairement. Lors des premières séances de supervision, l'enseignant demande à l'ensemble des étudiants si l'un d'entre nous souhaite parler de son stage, et une main se lève. Prenant la parole, un étudiant dit à l'ensemble du groupe « Je n'ai pas encore commencé mon stage, mais je suis tout de même angoissé avant mon premier jour. » Pour précision, cet étudiant effectue son apprentissage dans un centre médico-psychologique infanto-juvénile. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette angoisse? Avez-vous des a priori sur la prise en charge des enfants? Demande le superviseur. Réponse de l'étudiant. Non, en fait, ce sont leurs parents qui me font peur. Même s'il y a sans doute des éléments de la problématique de l'étudiant à définir, n'y aurait-il pas alors une possibilité d'approche théorique, comme nous l'avons vu, en lien avec la thématique principale de cette journée? En remerciant l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui pour ce travail collaboratif, le RPH organise son 39e colloque s'intitulant Angoisse, au pluriel, qui se déroulera le samedi 5 décembre 2020. Bonne fin de journée à tous.